Bonjour à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui, tutoriel Arduino un petit peu spécial, puisque il va falloir avoir un petit peu de matériel pour ce tutoriel. Pas énormément, mais il va falloir quand même en avoir un petit peu. Dans ce tutoriel, je vais vous parler de tout ce qui est communication SPI et I2C avec les cartes Arduino. Alors on va apprendre à discuter avec des horloges temps réel, des registres à décalage, des registres d'entrée à décalage, des, euh, des périphériques d'entrée-sortie I2C. On va faire plein de petites choses intéressantes, on va afficher des nombres, on va allumer des LED. Enfin bon, vous allez voir, ça va être un tutoriel assez intéressant. Je m'excuse, bon, il est un petit peu en retard puisqu'il a quand même, je devais le faire samedi. Puis bon, il y a eu des travaux, enfin il y a eu plein de choses. J'ai pas pu le faire samedi. Mais vous allez voir, c'est quand même un tutoriel assez sympa. La première partie sur l'I2C va être un petit peu compliquée à comprendre. Je peux l'admettre. Si vous avez des problèmes ou des questions, faut le dire tout de suite, parce que sinon après, ça va être un gros méli-mélo. La partie SPI est beaucoup plus simple, c'est très soft, c'est pour ça que je l'ai laissé pour la fin. Donc comme je disais, je vais commencer avec la partie I2C. Tout d'abord, l'I2C, qu'est-ce que c'est? Alors l'I2C, c'est un bus et un protocole. C'est-à-dire que c'est un protocole qui est standard, qui a été créé par Philips, et qui permet de communiquer entre des maîtres et des esclaves. Sur un bus à deux fils, où il peut y avoir plusieurs esclaves. Faut savoir qu'en I2C, chaque esclave a une adresse, et le maître va envoyer l'adresse, demander à l'esclave une information. Au niveau des cartes Arduino, le bus I2C se trouve sur les broches analogiques 4 et analogique 5. Sur la broche analogique 4 se trouve la ligne de données, c'est-à-dire là où va être transmis les octets. Et sur la broche analogique 5 se trouve l'horloge, c'est là où va être le signal de synchronisation. Au niveau de la méga, c'est un petit peu différent. La patte de données se trouve sur la broche 20, digitale, et la ligne d'horloge se trouve sur la broche 21. Au niveau du bus I2C, si vous avez pris le temps de lire mon petit tutoriel écrit sur mon blog, au niveau du bus pirate, pour l'utilisation du bus pirate en I2C, SPI, UART, etc., vous aurez remarqué qu'à un moment je parlais de résistance de tirage à l'état haut, et que sans ces résistances ça ne pouvait pas fonctionner. C'est une petite propriété du bus I2C, il faut absolument qu'il y ait une résistance de tirage au 5 volts ou au 3 volts 3 selon ce que vous utilisez, si vous utilisez des périphériques uniquement en 3 volts 3 ou en 5 volts, pour que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faudra aussi bien faire attention parce que beaucoup de périphériques I2C fonctionnent en 3 volts 3, et si vous mettez un périphérique I2C en 3 volts 3 sur un bus en 5 volts, bon, souvent ils sont faits en interne pour supporter le 5 volts, mais c'est pas vraiment conseillé puisque au niveau de la durée de vie, ça va quand même bien les diminuer. Au niveau de l'utilisation de l'I2C sur les cartes Arduino, donc une fois que vous avez câblé vos résistances de tirage, que vous avez mis vos fils sur les bonnes broches, et ben vous allez pouvoir utiliser la librairie Wire, qui est intégrée de base sur le logiciel Arduino, et qui qui donne accès à quelques petites fonctions bien intéressantes, qui vont vous simplifier grandement la vie, et vous allez vous allez avoir rien à faire par vous-même. Alors, au niveau des fonctions. Donc la première fonction c'est begging, sans argument, qui va permettre de lancer et de configurer la librairie Wire en tant que maître, qui va pouvoir aller demander des informations aux esclaves. Le begging avec une adresse en argument permet de lancer et de configurer la librairie Wire en tant qu'esclave et de répondre si jamais le maître demande l'adresse qu'on lui a donnée en paramètre. C'est-à-dire que si le maître demande, par exemple, demande à l'adresse 0A par exemple, une donnée, si j'ai fait un begging 0x, enfin 0x0a en hexa, eh bien la librairie Wire va dire ah c'est moi. Donc là il va falloir faire quelque chose, il va falloir répondre. Au niveau du maître, quand le maître veut demander quelque chose justement, il y a le request from, l'adresse de l'esclave auquel on veut demander quelque chose, et le nombre d'octets qu'on veut qu'il nous réponde, qu'il nous renvoie. Pour commencer une transaction I2C, il y a deux fonctions, begging transmission avec l'adresse de l'esclave et end transmission pour l'arrêter.
Entre ces deux fonctions, il va bien falloir envoyer quelque chose. C'est pourquoi il y a la fonction send, qui permet d'envoyer un octet. Au niveau de tout ce qui est esclave, il y a, comme sur la fonction, comme avec serial, il y a une fonction available qui renvoie le nombre d'octets qui sont disponibles, qui ont été reçus, et une fonction resave qui permet de les récupérer. Il y a aussi deux interruptions qui sont gérées par la librairie Wire. Une qui permet de déclarer, vous voyez, une fonction à la réception d'un octet, et une autre lors de la demande d'un octet. C'est-à-dire que onRequest, par exemple, quand on a configuré avec un begging quelque chose, notre carte Arduino en esclave, on va mettre une fonction onRequest, et cette fonction qui va être appelée lors d'une demande du maître va devoir faire quelque chose pour répondre au maître et lui renvoyer le nombre d'octets qui lui a demandé. Faut savoir qu'en général, une requête, une transaction I2C commence toujours par un begging, transmission, avec l'adresse de l'esclave qu'on va envoyer, un send de l'adresse à laquelle on voudrait que l'esclave commence à nous renvoyer quelque chose, un untransmission pour couper la transmission, puis un request from, l'adresse de notre esclave, le nombre d'octets qu'on veut qu'il nous renvoie, et après, eh bien, un resave pour recevoir ces données. En fait, avec la première partie begging, send, transmission, on va dire à l'esclave à quelle adresse il doit commencer à nous renvoyer des octets, et à la seconde partie, on va lui demander combien d'octets il va nous recevoir. Par exemple, si on lui envoie dans la première partie 0, et on lui demande un octet, c'est ce qu'on va faire dans le sketch d'exemple, eh bien, il va savoir qu'il va falloir qu'il nous renvoie un octet à partir de l'adresse 0, donc sous-entendu, il va nous renvoyer uniquement l'octet à l'adresse 0. Enfin voilà, ça se passe toujours à peu près comme ça, c'est-à-dire on envoie quelque chose à l'esclave pour lui dire donne-moi l'adresse donne-moi les infos à partir d'ici, et après on lui demande combien d'infos on veut avoir. Au niveau de notre circuit de tutoriel, alors je vais d'abord vous expliquer le sketch et après je vous montrerai le schéma, le câblage, etc. etc. En fait il est pas très compliqué, il y a un PCF 8575 qui est un périphérique I2C relativement simple, on lui envoie des données, on lui envoie 2 octets via le bus I2C, et lui il a 16 entrées-sorties, et ce qu'on lui envoie, eh bien, il les reporte en binaire sur les entrées-sorties. 2 octets ça fait 2 fois 8 bits, et il y a 16 entrées-sorties, ce qui fait exactement 16 bits, soit 2 fois 8. Donc les 2 octets qu'on lui envoie, il les met en binaire sur les sorties, sur ces entrées-sorties. Il y aura aussi une petite horloge temps réel, une DS1307, et bien sûr, va falloir câbler quelque chose, histoire de vous montrer un petit peu quelque chose de visuel. Donc sur les 16 entrées-sorties du PCF 8575, j'ai câblé 2 petits afficheurs 7 segments pour afficher une valeur sur deux chiffres. Alors notre but va être en fait très simple, on va récupérer toutes les secondes eh bien, le nombre de secondes de l'heure actuelle dans l'horloge, le module temps réel RTC. On va convertir cette valeur qui va être du BCD, c'est-à-dire du décimal codé binaire, on va le retransformer en décimal, et on va l'envoyer sous forme de 2 octets au PCF 8575, en formatant bien correctement nos octets pour que ça s'affiche le bon chiffre sur l'afficheur 7 segments, et on va afficher les secondes toutes les secondes en fait. Au niveau des afficheurs 7 segments, faut savoir qu'ils ont en fait une partie commune, c'est-à-dire soit c'est une anode, soit la cathode commune. Dans notre cas, ce sera une anode commune, c'est-à-dire que un afficheur 7 segments, c'est ni plus ni moins que 7 LED avec une partie avec quelque chose en commun, soit une anode, soit une cathode en commun. Dans notre cas, ce sera toutes les anodes seront en commun, c'est-à-dire que le plus va aller dans toutes les anodes des LED à l'intérieur de l'afficheur, et c'est les moins qu'on va contrôler avec notre PCF 8575. Faut savoir que dans un afficheur 7 segments, il y a 7 segments, d'où son nom, qui sont nommés A, B, C, D, E, F et G. Il y a aussi le point décimal, mais je l'utiliserai pas dans mon système. Pour afficher des chiffres avec cet afficheur 7 segments, vous avez sûrement déjà dû voir des afficheurs 7 segments. Ça fait un 8 avec des LED, et il va falloir afficher notre chiffre avec les LED. Donc il va falloir par exemple allumer, pour faire un 0, il va falloir allumer A, B, C, D, E, F, et laisser G éteint. C'est-à-dire le G c'est la barre du milieu. Donc on va avoir toutes les LED sur le contour, ça va faire un 0. Pour le 1, blablabla, pour le 2, le 3, etc. etc., etc. Pour faire tout ce qu'on voudrait faire,
Comment on va se débrouiller? Donc tout d'abord, on va inclure notre librairie Wire pour utiliser l'I2C. On va aussi définir les deux adresses qui vont nous intéresser. L'adresse du module RTC, qui est 0 x 68 en hexa, et l'adresse du PCF 8575, qui est 0 x 20 en hexa. On va aussi faire une petite fonction qui va nous être très importante pour la suite, parce que comme je vous l'ai dit, l'horloge, le DS1307 nous renvoie une valeur en BCD, en décimale codée binaire, qu'il va falloir bien sûr transformer en hexa, pour pouvoir après l'afficher sur en deux chiffres sur nos deux afficheurs 7 segments. Donc il y a cette petite fonction que vous pouvez copier-coller, qui est très connue sur internet. Il y a aussi une version en macro, mais bon, on va pas chercher le compliqué, qui permet de convertir une valeur en BCD en une valeur en décimale. Donc voilà, elle prend une ligne et elle est très très simple. Après ici j'ai un tableau qui contient en fait la correspondance des chiffres enfin de l'octet qui correspond à un chiffre pour qu'il soit affiché correctement sur notre segment. Comme je vous ai dit, à chaque chiffre correspond une séquence A, B plus C, celui-là éteint, celui-là allumé, celui-là machin, qui bien sûr va falloir transformer en une suite d'octets pour que notre PCF 8575 puisse contrôler correctement nos afficheurs 7 segments. J'ai fait en sorte, j'ai pas multiplexé, c'est-à-dire j'ai pas mis en commun tous les segments, puis juste contrôler après alternativement les anodes et les cathodes communes. J'ai fait un système très simple où à chaque sortie du PCF 8575 correspond à un segment et les anodes communes sont reliées directement au plus. C'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de fils, puisque dans mon cas, au lieu de pouvoir utiliser, comme j'aurais pu le faire en multiplexant, d'utiliser uniquement 9 broches digitales, j'en ai utilisé 16. Mais c'est pour vous montrer, c'est pour faire quelque chose d'un petit peu plus simple et vous le montrer dans le tutoriel. Pour générer cette correspondance binaire chiffre, j'ai utilisé un petit script Python que je mettrai sur mon blog, qui est en fait un script très simple. On lui rentre l'ordre dans lequel se trouvent les broches au niveau de nos entrées digitales, et puis lui il va générer les 0 et les 1 qui vont bien. Il faut savoir que les 0 et les 1 dans le script que je mettrai sur mon blog sont inversés, puisque petite particularité du PCF 8575, c'est qu'il ne peut pas générer de courant, par contre il peut en absorber. C'est-à-dire que comme c'est une anode commune, le 5 volts passe dans les anodes communes, et pour que la LED soit allumée, il faut que la broche soit à 0. Si la broche est à 0, le 5 volts passe dans la LED. Bon, il y a une résistance aussi, donc il passe dans la résistance et il passe au 0 volt de la broche. Si la broche est à 1, il n'y a pas de différence de potentiel, donc la LED est éteinte. C'est en fait, il faut raisonner à l'inverse de ce qu'on fait dans les autres tutoriels, où souvent, quand c'est 1, la LED est allumée, quand c'est 0, la LED est éteinte. Bah là, c'est le contraire en fait. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, c'est très simple après à gérer. Au niveau de la fonction setup, donc, on va démarrer en tant que maître. On va faire un wire.begin. Hop, pas d'adresse, rien, donc on commence sans maître. On va faire aussi une fonction loop, qui va stocker dans une variable seconde le résultat de la fonction récup seconde que je vous montrerai tout à l'heure, qui va nous retourner en décimale le nombre de secondes de l'heure actuelle. J'aurais pu faire afficher l'heure ou les minutes, mais bon, ça aurait été... Si j'avais affiché les heures et les minutes, ça aurait fait un petit peu long quand même pour la vidéo, alors que les secondes, ça s'affiche toutes les secondes, donc c'est beaucoup mieux pour la vidéo. Au niveau, une fois qu'on a récupéré c'est les secondes, on va les afficher, on va faire un petit délai, et on va recommencer, comme ça on va avoir une réactualisation toutes les secondes de notre temps. La fonction récup seconde qui permet de retourner les secondes, comme je vous le disais, elle fonctionne exactement comme ce que je vous avais dit tout à l'heure. Begin transmission, l'adresse de notre DS1307, de notre horloge. Un send de l'adresse 0, puisque les secondes se trouvent à l'adresse 0. Un transmission pour terminer la communication. Request from pour demander à notre horloge un octet. Comme on lui a dit de commencer à l'adresse 0, comme je l'avais dit, il va nous retourner uniquement l'octet qui se trouve à l'adresse 0. On va récupérer cet octet avec le wire.resave, et on va utiliser notre petite fonction de tout à l'heure pour le transformer en décimale. Et on fait un return, donc hop, le return va dans la variable seconde, et on fait l'affichage. Au niveau de l'affichage, on a un nombre qui est en décimale. Donc on fait un modulo 10 et un divisé par 10, et on récupère les unités et le chiffre des dizaines. On fait un begin transmission, on donne l'adresse du PCF 8575, et on fait 2 send. Comme je l'avais dit, il demande 2 octets, le PCF 8575. Dans le premier octet, on va lui envoyer les bytes qui correspondent de 0 à 8.
On va bien faire en sorte de les envoyer de manière à ce que ça s'affiche un chiffre et pas un truc totalement aléatoire. Donc on va faire un digit entre crochets de notre X qui correspond au chiffre des unités. Et on va faire un deuxième envoi avec le send, cette fois-ci de Y qui contient le chef des dizaines et qui correspond au byte, enfin au bit de 9 à 16. Donc comme ça on aura envoyé nos deux octets de 0 à 16 qui vont venir s'afficher sur nos deux afficheurs 7 segments. Pardon. On transmission, on coupe la communication, et c'est bon. La fonction loop s'exécute en boucle, donc toutes les secondes on va avoir notre affichage de secondes. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais passer sur la caméra, je vais vous expliquer le câblage en lui-même. Il n'est pas énormément compliqué, vous inquiétez pas, et je vous ai même fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre plus rapidement. Donc on se retrouve tout de suite côté caméra. Donc voilà un peu à quoi ressemble le circuit. Donc vous inquiétez pas de ce qu'il y a sur la droite, c'est pour l'autre partie du tutoriel. Ce qui nous intéresse c'est ça là. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a la carte Arduino avec SDA SCL, qui est le bus I2C. Le plus 5 volts, la masse. Le bus I2C, comme vous pouvez le voir, est relié ici au petit module RTC qui va nous servir d'horloge. J'ai déjà configuré l'heure dedans, hein, donc il n'y a pas besoin de reconfigurer l'heure, je l'avais déjà configuré. Comme vous pouvez le voir, le module RTC il a cette tête là. Hop. Voilà, c'est un petit module DS1307 très classique avec son petit quartz qu'on retrouve comme dans les montres. Donc il va nous fournir les secondes pour notre affichage. Pour l'affichage, je vais utiliser le PCF 8575. Alors vous voyez, je l'ai monté sur une petite adaptateur d'île. SparkFun fournit directement, si vous le souhaitez, l'espèce de circuit comme je l'ai fait là, complet. Moi, c'est juste que j'avais le circuit, j'avais l'adaptateur. J'avais pas dépensé de l'argent pour faire quelque chose que je pouvais faire moi-même. Donc j'ai soudé le petit module et puis je l'ai fait moi-même. Donc vous voyez ici on a les 16 entrées-sorties. Donc ici sur la droite se trouve le bit 0 et ici sur la gauche le bit 16. Là c'est la masse mais je ne l'ai pas câblé. Donc les deux fils ici du bus I2C, les deux fils d'alimentation. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des résistances de 1 kg. Alors petite précision, ce ne sont pas des résistances de 1 kg comme on les a habituellement des résistances de cette tête là. En fait ce sont des résistances au format d'île, c'est-à-dire qu'en fait de cette broche à cette broche se trouve une résistance, de cette broche à cette broche une autre, etc. etc. Ça permet de faire des câblages beaucoup plus propres, vous voyez j'ai pas 8 résistances, j'ai juste un petit circuit au format DIP. Ces petites résistances sont câblées au niveau de l'afficheur, hein, donc comme vous voyez les afficheurs de segments sont constitués. Ça fait un 8 avec 7 LED. De l'autre côté, en dessous, exactement pareil avec une autre série de résistances pour contrôler l'autre afficheur. Et un petit condensateur de 100 nano pour découpler l'alimentation, mais il n'est pas obligatoire. Au niveau des câbles, donc cette partie avec le fil violet et cette partie avec le fil orange contrôle le premier afficheur. Et le deuxième avec le fil marron et le fil bleu correspond au deuxième afficheur. Si on regarde ça d'un côté du schéma, donc ici on a l'Arduino, A4, A5 avec le bus I2C, les alimentations, les deux résistances de 10 kg, vous voyez. Alors là, vous les voyez, elles ne sont pas câblées sur la breadboard parce qu'elles sont câblées sur le... Et elles sont là, les deux résistances. Donc pas la peine de les câbler sur mon système, je les avais déjà intégrés dans mon circuit. Hop, directement au PCF 8575, donc là, broche 22 pour SCL, broche 23 pour SDA. En parallèle au PCF 8575, le module RTC, donc SDA et SCL c'est marqué dessus. Broche 24, le 5 volts, broche 12, la masse. Et broche 4 à 11 et ensuite de 10 à 20, P0 à P15, les 16 entrées-sorties. Sur chaque entrée-sortie, donc comme je vous le disais, une résistance de 1 kg. Moi j'ai utilisé les résistances de 1 kg en deal, donc à chaque fois j'en ai 8. Qui sont reliés au pad de l'afficheur 7 segments. Et ici, comme je l'avais dit aussi, à notre commune, donc le 5 volts qui est commun à toutes les LED de l'afficheur. L'afficheur, au niveau du câblage, il a à peu près tout le temps cette forme. Donc là on a 1. Donc point décimal, segment C, le commun,
D, E, B, A. Le commun, les deux sont reliés ensemble, c'est-à-dire que vous reliez juste celui-là, ça suffit. F et le segment G. Comme vous pouvez le voir ici, donc A, B, C, D, E, F, G. Le G, c'était celui du milieu. Pour les chiffres, vous voyez, il y a toute une série, c'est quasiment standard, hein, on est habitué à les voir. Donc 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça correspond à certains codes. Et le câblage des entrées-sorties, donc sur P0, D, le point décimal, sur la 1, C, D, E, F, A, F, G. Voilà. Donc tout ça, ça correspond à un digit. On fait ça deux fois, premier digit, deuxième digit, et ça donne un câblage en genre là. Donc j'ai plus qu'à brancher l'USB, puisque j'ai déjà mis le sketch dans l'Arduino. Là, brancher l'USB avec une main, c'est pas pratique. Voilà. Donc que fait l'Arduino? L'Arduino demande à l'horloge le temps, enfin les secondes de l'heure en cours. L'horloge leur envoie à l'Arduino, l'Arduino fait les calculs, et il envoie, comme les octets qui vont bien, au PCF8575, qui lui s'occupe de faire l'affichage sur le 7 segments. Donc voilà, vous voyez, 47, 48, 49, etc. etc. Et ça fait la première partie d'une horloge. Si on voulait faire une horloge complète, il faudrait rajouter deux autres séries de deux afficheurs. Et on pourrait faire les heures et les minutes comme ça. Donc ça, c'était la première partie, I2C. Donc là, vous avez vu comment demander quelque chose à un périphérique I2C avec le module RTC. Et comment envoyer quelque chose à un périphérique avec le PCF8575. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une librairie pour le PCF8574 et le PCF8575 pour pouvoir l'utiliser comme si c'était des broches normales avec Digital Mode, enfin avec Digital Write, Digital Read, Pin Mode et Attach Interrupt. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur mon blog, dans la partie librairie, il y a cette librairie. Maintenant, je vais passer à la partie SPI. Je vous l'avais dit, la partie SPI est beaucoup plus simple. Donc je vais débrancher ça. Voilà. Pour la première partie, on va absolument pas avoir besoin de matériel spécial. Enfin, il va falloir juste avoir quelques petites choses, quoi. Une proto-shell de SparkFun, vous voyez, avec la proto-shell. Et ici, vous voyez, il y a un Rotary Encoder LED Drive. En fait, c'est un driver de LED, un TLC 5925 de Texas Instruments, qui contrôle 16 LED par SPI. C'est-à-dire que via le bus SPI, qui est un autre bus un petit peu comme l'I2C mais qui fonctionne différemment, on va pouvoir gérer ces LED. Alors je vais pas gérer l'encodeur parce que c'était un petit peu plus compliqué, ça aurait un petit peu alourdi le tutoriel, alors je vais voir dans un prochain tutoriel faire quelque chose de spécial pour les encodeurs. Mais là notre but en fait ça va être très simple, on va juste faire une LED qui va être allumée, qui va tourner tout autour en SPI. Donc je vais repasser côté ordinateur pour vous expliquer le principe de fonctionnement du SPI. Donc voilà. Alors au niveau de du bus SPI. Donc le bus SPI, c'est pas exactement la même chose que l'I2C, mais dans le principe, on va toujours avoir un maître qui va discuter avec des esclaves. Pour discuter, on va utiliser 3 lignes communes et une ligne qui va être dédiée par esclave. Donc les 3 lignes communes, c'est MISO, MOSI et SCK. Donc SCK, c'est comme avec l'I2C, c'est l'horloge. C'est sur cette horloge que va venir se synchroniser la transmission des données. On a le MOSI, Master Out Slave In. Le maître va envoyer une donnée sur le bus SPI que l'esclave va récupérer. Le MISO, c'est l'inverse, c'est l'esclave va envoyer une donnée que le maître va récupérer. Dans tous les cas, à chaque fois qu'un maître envoie quelque chose, l'esclave doit répondre. Le maître envoie un octet, l'esclave renvoie lui-même un octet. Pour savoir quel esclave avec qui on veut discuter, il y a la patte. Alors elle a plusieurs dénominations. Alors soit c'est SS, soit c'est SE, Slave Select, Slave Enable. Il y a aussi Latch Enable. Enfin il y a plein de dénominations différentes. En fait c'est très simple. Quand cette patte est à 0 volt, ça dit à l'esclave que
il faut qu'il attende que le prochain octet qui sera envoyé sur le bus I2C, il sera pour lui. Si cette patte est à 5 volts, enfin à height, et ben l'esclave va totalement ignorer ce qui se passe sur le bus I2C. Et quand par contre sa proche à lui slave enable sera à 0, et ben là par contre il va récupérer un octet puis il va répondre. Mais sinon dans le reste du cas il va totalement ignorer ce qui se passe. Au niveau de la connexion, donc sur les cartes Arduino classiques avec les Uno, les 2009, etc., le slave select se trouve sur la broche 10, le MOSI se trouve sur la broche 11, le MISO sur la broche 12 et le SCK sur la broche 13. C'est pour ça que souvent quand on fait du SPI, par exemple avec l'Ethernet Shell, la LED broche 13 clignote à mort. C'est parce que c'est le signal d'horloge. Sur les Arduino Mega, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Le MISO est sur la broche 50, le MOSI sur la broche 51, le SCK, c'est-à-dire l'horloge sur la broche 52, et le Slave Select sur la broche 53. Donc ça, c'est le port SPI matériel. Pour utiliser le port SPI, donc il y a la librairie SPI, pareil, qui est comme la librairie I2C qui est inclus de base dans l'Arduino IDE, et qui a quelques petites fonctions bien intéressantes aussi. Donc begging sans argument, qui permet de déconfigurer le port SPI, de l'activer et de le faire fonctionner. And, qui permet de l'arrêter si jamais on a besoin de libérer les broches. Set bit order, qui permet de dire si on doit d'abord envoyer le bit de poids faible ou le bit de poids fort, c'est-à-dire le LSB ou le MSB. Set clock divider, qui permet de mettre en place le diviseur pour l'horloge, c'est-à-dire par défaut elle va être à, je sais plus, je crois que c'est 4 mégas, donc on peut encore diviser pour avoir du 1 méga ou etc. pour en fait sélectionner la vitesse du bus SPI qu'on souhaite selon les caractéristiques matérielles de notre bus. Par exemple, si on sait qu'on va avoir un matériel qui peut pas aller au-dessus de 1 méga, on va mettre notre horloge à 1 méga. On va pas aller au-dessus, sinon de toute façon il ne pourra pas y récupérer. Bon, set data mode on va passer, et transfert qui permet de transférer une donnée via le bus I2C. Donc comme je vous l'ai dit, à chaque envoi, il y a une réception. Donc transfert permet de lire et d'écrire en même temps. C'est-à-dire si on voulait seulement lire quelque chose, il suffit d'envoyer un 0, et puis on va avoir la réception. Pour avoir un petit exemple concret de ce que je suis en train de dire, je vous ai fait un petit exemple toujours avec notre matériel de tout à l'heure. Je vous expliquerai le câblage tout à l'heure quand je reviendrai sur la vidéo caméra. Donc au niveau du logiciel, include SPI.h qui permet d'inclure la librairie SPI. J'ai fait un petit tableau, donc vous aurez remarqué 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. C'est c'est tout simplement des séries de chiffres binaires sur 16 bits, avec seulement à chaque fois un bit à 1, un seul bit à 1. Donc là, premier bit, deuxième bit, troisième, quatrième, cinquième, etc. En fait, le but final, c'est très simple, c'est on va avoir toujours une seule LED allumée, et puis toutes les X millisecondes, eh bien, on va passer à la LED suivante. Voilà, c'est juste un petit tableau d'effet pour le fun. Dans la fonction setup, on a notre SPI.begging, qui permet d'activer et de configurer le port SPI. Et dans notre fonction loop, on a une boucle, qui va partir de 0 et qui va aller jusqu'à 15, et pour chacun des i, donc i égale 0, i égale 1, i égale 2, égale 3, etc. jusqu'à 15, on va venir récupérer le chiffre qui était dans notre table. Donc là par exemple, pour i égale 0 on aura 1, pour i égale 1 on aura 2, etc. On va venir le stocker dans une variable qui s'appelle n. Et là le problème c'est que notre unsigned int, il est codé sur 2 bits. Donc il va falloir qu'on l'envoie, qu'on envoie 2 bytes. Pour ce faire, on va faire 2 SPI transferts. Le premier, ce sera n et 0 fois ff. Alors en faisant ce masque et 0 fois ff, on va dire, en fait le et, il va agir avec les bytes en binaire. Il va dire qu'on va prendre uniquement les 8 premiers bits de la valeur n qui est sur 16 bits. C'est-à-dire on va prendre un seul octet, de 0 à 8. 0 à 8 bits, ça fait un octet. C'est le LSB. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va récupérer uniquement les bits de 9 à 16. Le problème c'est que là on va se retrouver avec les bits de 9 à 16 mais aussi avec les bits de 0 à 8. Donc on va faire un décalage de tous les 0 qui sont ici. On va les décaler de 8 bits sur la droite et on va se retrouver avec l'équivalent de ça mais avec les deux autres séries d'octets quoi. Donc on va avoir les bits de 9 à 16 qui vont être envoyés via SPI. Bon, on s'en fout de ce que répond l'esclave, on laisse partir.
on envoie dans 2 octets, on fait un délai et on recommence. C'est-à-dire qu'on va envoyer à chaque fois ces 2 valeurs sur 2 octets. Donc je passe côté caméra pour vous montrer un petit peu le résultat qui est vraiment très simpliste. Donc voilà le montage. Vous voyez, hop, ProtoShell et l'encodeur lumineux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la masse, le VCC, donc la masse va au 0 V, le VCC au plus 5 volts. NCA, NCB c'est l'encodeur, on va pas l'utiliser. Le switch c'est le bouton poussoir quand on appuie dessus. SDI c'est Serial Data Input, c'est ce qu'on va relier au MOSI. Le LCK, bon bah c'est l'horloge qui est reliée sur LCK. Latch Enable, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le Slave Select en fait, qu'on va venir relier au Slave Select branche 10 de l'Arduino. Le Output Enable, alors il faut le mettre à low, il faut le mettre à 0 V pour activer les LED derrière. Et le SDO, c'est le Serial Data Output, qu'on va venir câbler sur le MISO. Voilà. Une fois que vous avez mis vos petits câbles, vous voyez, hop, les petits câbles sont mis, on upload le code. Et une fois que le code est uploadé, comme je vous le disais, ça fait cet effet de scroll en fait. Et donc ça envoie comme ça, à chaque fois, une LED d'allumée à tous les coups. Donc là on a envoyé, on a fait une petite... on a fait un petit sketch très simpliste qui permet d'envoyer 2 octets via le SPI. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va plus envoyer, parce que là c'est du matériel, on utilise le port SPI hardware. Maintenant on va faire la même chose, mais on va envoyer un seul octet, et on va par contre l'envoyer en software, c'est-à-dire qu'on va utiliser la fonction Shift Out pour faire du SPI, mais en software. Alors là par contre avec Shift Out on ne pourra que envoyer des données. On verra par la suite une autre fonction qui s'appelle Shift In qui permet de recevoir des données. Mais c'est tout à l'heure ça. Donc là tout de suite on va être sur Shift Out. Notre but va être très simple. Ici on a un 74 HC595. Alors le lien pour le... comment dire, le lien pour le schéma et tout ça est sur mon blog. En fait c'est simplement le schéma Shift, le tutoriel, oui, le schéma du tutoriel Shift Out de Arduino.cc. Ici on a, j'ai plus mon stylo. Ah si, j'ai mon stylo. Donc ici on a le 74 HC595 qui est un registre à décalage 8 bits. Les 8 bits sont reliés à 8 petites lettres rouges bien jolies. Ici on a des réseaux de résistance. Alors vous voyez, contrairement à ceux-là qui étaient des réseaux de résistance DIL, c'est-à-dire Dual Inline, ici c'est des réseaux de résistance SIL, Single Inline. En fait c'est très simple, toutes les résistances ont une partie de la résistance qui est reliée en commun ici. Ça permet de relier des LED comme ça de manière encore plus simpliste. En fait c'est selon le cas, soit on utilise des dual, soit on utilise des single inline. C'est selon l'application qu'on va en faire. Donc là j'ai fait ça pour me simplifier la vie dans mes câblages. Là pareil j'ai branché toutes mes LED. Donc là quand on enverra un niveau 1, c'est-à-dire 5 volts, la LED sera allumée. Quand on enverra un 0, la LED sera éteinte. Vous voyez, il y a quelques petites résistances, il y a un condensateur, mais tout est détaillé dans le schéma d'Arduino.cc, donc vous avez juste à regarder le schéma du tutoriel Shift Out d'Arduino.cc, tout sera expliqué. Et donc là j'en ai utilisé qu'un seul, mais vous pouvez en utiliser autant que vous voulez pour ne pas avoir 8, mais par exemple 16, 32, etc. etc. Vous pouvez utiliser autant de 74 HC595 que vous voulez en chaîne pour ajouter des bits de sortie. Donc je repasse côté côté ordinateur pour vous montrer le code qui va nous servir d'exemple pour ce petit montage. Donc comme je vous le disais, on va utiliser la fonction Shift Out. Et comme je vous le disais, c'est marqué même un petit peu partout, c'est une implémentation software de la librairie SPI. Donc la syntaxe de Shift Out. Premier argument, la patte sur laquelle on va avoir les données, c'est-à-dire le MOSI. La deuxième patte c'est le clock, le CLK. Le bit order, alors soit c'est MSB, soit c'est LSB, selon si on doit envoyer le bit de poids fort, le bit de poids faible en premier, et la valeur qu'on va envoyer. Pour faire un petit exemple, on va utiliser donc nos 8 LED, et on va envoyer un chiffre via le port série dans nos 8 LED.
Donc comment ça va se passer? Alors d'abord, on va définir les pattes qui vont bien. Alors, je me suis pas embêté, j'ai mis les mêmes pattes que pour l'exemple précédent. Donc la patte chip enable, c'est-à-dire la sélection de l'esclave, ce sera la broche 10. La patte de données, ce sera la broche 11. Et la broche d'horloge, ce sera 12. Dans la fonction setup, le serial.begin, puisqu'on va utiliser le port série. 3 pin mode pour mettre les broches en sortie. Dans la fonction loop, on teste si plus de 2 caractères ont été reçus, c'est-à-dire au moins 3 sur le port série. Si on a reçu au moins 3 caractères sur le port série, on crée une variable nombre qui est un int, qui va être égal à serial.read moins la valeur ASCII du caractère 0 fois 100. Alors pourquoi j'ai fait ça? Le tout premier chiffre qu'on va recevoir sur le port série, enfin on va envoyer déjà des chiffres à 3, enfin des nombres à 3 chiffres, décimaux, sans virgule ni rien, etc. Donc, par exemple, je vais envoyer 100. J'envoie 100. Le premier serial.read va avoir le caractère ASCII 1. Si je fais le caractère ASCII 1 moins la valeur ASCII du caractère 0, je vais me retrouver non plus avec 60 ou je sais plus combien c'est le caractère ASCII, mais je vais vraiment avoir la valeur décimale 1. Je la multiplie par 100 et je vais avoir le chiffre des centaines. Je fais la même chose avec le chiffre des dizaines et des unités. De cette manière, mon chiffre que j'avais tapé 100, qui était des caractères ASCII, eh bien, s'est retrouvé en une valeur 100 qui est un int. Au cas où l'utilisateur pas très malin entre une connerie à 4 chiffres par exemple, eh bien je fais un nombre avec une protection à 255, c'est-à-dire que les valeurs ne pourront pas dépasser 200, enfin les valeurs ne pourront pas dépasser un octet. C'est pour parce que ici on va envoyer un byte. Si j'envoyais quelque chose qui est différent d'un byte, ça risquerait de poser de gros problèmes. Donc en faisant ça, je limite le maximum à l'équivalent d'un byte qui peut être 0 à 255 et je suis tranquille. C'est pas obligatoire, c'est même presque inutile, mais c'est plus clair pour la suite. Digital write de la patte de sélection à low. J'active le 74HC595 qui va donc se mettre en attente d'un octet. Je fais Shift Out, patte de données, patte d'horloge, MSB en premier, puisque j'envoie le bit de poids fort en premier. Et j'envoie mon nombre, et vous remarquez que j'ai mis entre parenthèses byte devant nombre, c'est-à-dire que nombre qui est un integer, qui est codé sur 2 octets, en mettant un byte, je le transforme en un octet qui peut être de 0 à 255. Voilà, d'où la protection que j'avais faite tout à l'heure. Digital write CS height, je désélectionne le 74 GC595 qui se met alors à afficher l'octet que je viens de lui envoyer. Voilà. Le tout est dans un loop, donc ça vérifie constamment si on a bien tout envoyé comme il faut. Donc, eh bien, je vais envoyer le programme dans mon Arduino et je vais repasser côté caméra pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait le câblage. Donc le fil bleu c'est l'horloge, le fil jaune c'est le data serial et le fil orange c'est le chip select. Donc broche 10, broche 11, broche 12. Les alimentations plus 5 volts 0 volts. Et ici notre petit montage. Donc là les 8 LED sont éteintes. Au niveau du port série, donc je vais rentrer 255 par exemple. Voilà. Et maintenant les 8 LED sont allumés. Je vais renvoyer 000 et là elles sont éteintes. Alors si je fais par exemple 85 et puis après je ferai 0,85 et je vais préparer 170. Donc là vous voyez il y a 0,85 pardon, et si je fais 170 vous voyez c'est l'inverse, et si je veux je peux faire une petite animation assez sympathique. Je peux rentrer un nombre aléatoire, 0, 127, je me suis raté, voilà 127, je peux aussi faire 1, 2, 4, 8, après 16, 32, 64 et 128. Voilà.
Donc là, ce qu'on a fait en fait, c'est on a envoyé une donnée via SPI, mais en software, sur notre registre à décalage et sur nos 8 LED. Donc là, j'ai utilisé 8 LED, mais comme je vous le disais, on peut utiliser autant de LED qu'on veut en enchaînant les 74 HC 595. Si vous voulez faire un système avec plusieurs 595 en chaîne, le lien que je vous fournirai sur mon blog vers le tutoriel vous explique comment faire. C'est très simple, hein, vous n'allez pas à vous inquiéter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 petits interrupteurs, et on va, via un CD4021, lire en SPI sur notre Arduino. Donc déjà, niveau câblage, tous les interrupteurs sont de ce côté reliés au 0 V. Ici, vous voyez, il y a un autre réseau, un réseau de résistance de 1 kg en single inline, qui est relié, le commun est relié au plus 5 volts. C'est-à-dire que par défaut, quand les interrupteurs sont ouverts, toutes les lignes sont à... non, qu'est-ce que je dis? Oui, si, toutes les lignes sont à 5 volts. Et quand j'appuierai sur un bouton, que je le machinerai, la ligne sera 0 volts. Voilà. Et on va gérer le tout via SPI. Donc là, ici, on aura les alignes et les 3 fils de SPI. Au niveau du câblage, enfin des entrées-sorties, etc., pareil, il y a le schéma sur l'Arduino.cc dans le tutoriel Shift In que je vais peut-être que je mettrai le lien sur mon blog, et puis vous aurez juste à y aller, aller regarder. C'est le même principe qu'avec le 595, c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner plusieurs pour avoir plus de 8 entrées. Par exemple, si vous voulez rentrer 16 interrupteurs, vous pouvez mettre 2 CD4021 en chaîne. Ça marchera de la même manière. Et du côté Arduino, vous récupérerez 2 bits au lieu d'un seul. 2 octets au lieu d'un seul octet. Pareil avec le 595, si vous en avez 2 en chaîne, vous n'allez pas envoyer un seul octet, mais 2 octets. Voilà. Donc on se retrouve côté ordinateur pour vous montrer le code d'exemple. Donc comme je vous le disais, on va utiliser Shift In pour récupérer un octet depuis notre CD4021. Donc la syntaxe de Shift In. Donc premier argument, la patte sur laquelle se trouvent les données, donc data serial. Deuxième argument, la patte de l'horloge. Et troisième argument, l'ordre dans lequel on va recevoir les bits, soit le MSB en premier, soit le LSB en premier. Donc au niveau du code d'exemple, je vais d'abord définir les 3 pattes que je vais utiliser. Donc la patte CS qui est sur 10, la patte DS qui va être sur 11, et la patte clock qui va être sur 12. Dans la fonction setup, je fais un serial.begin, puisque je vais utiliser le port série par la suite. Je fais un pin mode donc en output de CS et de CLK, puisque c'est l'Arduino qui va gérer ça, qui va gérer le chip enable et la clock. Par contre, je vais mettre en input la patte data serial. Dans la fonction loop, alors d'abord je vais faire un digital write height sur CS pour dire au CD4021 de collecter les informations parallèles de mes 8 interrupteurs. Ensuite je vais faire un délai de 20 microsecondes qui est le temps de propagation des registres à l'intérieur du CD4021. Et ensuite je vais faire un digital write low pour dire au CD4021 que maintenant il a dû avoir collecté les infos, elles sont dans les registres, et au prochain coup d'horloge, il va envoyer les données. À ce moment-là, pour recevoir ces données, je mets dans une variable n le résultat de Shift In, DS, CLK et le MSB en premier. Après, très simple, hein, je fais un serial.print en binaire pour avoir le résultat, savoir si mon interrupteur est allumé ou éteint. Donc j'upload. Voilà. Et donc là, déjà, tous mes interrupteurs sont fermés. Enfin, tous mes interrupteurs sont ouverts, pardon. Donc tout est à 1. Vous voyez, le premier bit a une vilaine tendance à faire un petit peu ce qu'il veut. C'est le problème d'une implantation software. C'est-à-dire que si vous utilisez un périphérique SPI, comme par exemple je sais pas, un petit écran graphique, vous aurez aucun problème. Par contre là, par exemple, dans le cas du CD4021, qui est un registre à décalage, il peut y avoir soit une réaction sur le dernier front en height ou en low. Et la fonction shift in pour le moment ne prend pas en compte, c'est en dur, c'est
réactions sur les fonds descendants, et elle prend pas en compte le dernier, c'est-à-dire que le dernier bit est un petit peu, il est aléatoire en fait. C'est un bug qui a été rapporté aux développeurs Arduino et qui ont prévu de le régler dans la bêta 1. Alors pour le moment j'ai regardé le code source, ça n'a pas été réglé. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont la régler, mais le bug a été rapporté, donc normalement il sera réglé sous peu. Donc vous voyez, sinon le reste des bits fonctionne. Par exemple si je place tous les bits comme ceci, vous voyez, ça marche. Alors pour vous montrer que c'est pas un bug du CD4021, que c'est bien un bug de Shift In, j'ai fait, vous voyez, exactement le même programme, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que j'ai utilisé la librairie SPI Hardware, et là, vous allez voir que le résultat n'est pas le même. Alors je vais direct l'uploader pour gagner du temps. Le résultat n'est pas le même parce que là, vous allez voir qu'il n'y aura aucun bug du premier bit, parce que là avec le SPI hardware c'est quelque chose de très carré et le CD4021 réagit sans problème. Donc, vous voyez, dans le principe c'est très simple. Alors par contre le CD4021 peut pas aller à très très haute fréquence, donc dans le doute je connaissais pas vraiment la fréquence max, donc donc j'ai mis division par 128 de l'horloge. Ça fait quelque chose dans les kilohertz, donc c'est suffisant quoi, c'est très très bas. Toujours mettre pinmode 10 en output, sinon la librairie SPI risque de bugger. Le SPI.begging, maintenant vous êtes habitué. Et donc là, au lieu de faire un shift in, eh bien je vais faire simplement un digital low pour activer le module SPI. Le SPI transfert 0, j'envoie un 0. Étant donné que j'ai rien de câblé sur le MOSI, eh bien le 0 va partir un petit peu comme ça dans la nature. Par contre, comme je vous le disais, il y a toujours un retour. Donc là, le CD4021 va retourner via la ligne MISO son octet. Et là, vous voyez, si on envoie les données, elles ne bougent pas. Là. Elles sont stables. Et si je modifie les interrupteurs, voilà, vous voyez, ça marche. Donc, en fait, le SPI software en shift out marche sans problème. Le shift in a quelques petits problèmes avec les registres à décalage. Par contre, il marche sans vraiment trop de problèmes avec les vrais périphériques SPI, c'est-à-dire les petits écrans graphiques et les convertisseurs analogiques numériques, numériques analogiques, enfin ce genre de choses. Ça marchera sans problème. Par contre, avec les registres à décalage, à cause de cette histoire de front, de réaction sur front montant, réaction sur front descendant, et bien la librairie a tendance à se foirer sur les premiers ou derniers octets, enfin derniers bytes. Et bon, ça peut poser quelques problèmes. Donc voilà, c'était un tutoriel qui est relativement long en plus, sur l'utilisation de l'I2C et du SPI, alors du SPI hardware et du SPI software. Maintenant, vous devriez être capable de pouvoir utiliser de manière très rudimentaire une real-time clock, un PC 500, enfin un PC 8575. Vous devriez aussi savoir câbler moyennement, enfin vous devriez quand même le savoir, un afficheur 7 segments. Vous devriez sans problème pouvoir utiliser un 74 HC595 et un CD4021, ça il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous avez le Rotary Encoder LED de Maes Labs, vous devriez pouvoir aussi utiliser les LED. Alors l'encodeur, il faudra que je vois dans un prochain tutoriel de faire un tutoriel sur les encodeurs. Mais là normalement vous devriez pouvoir gérer à peu près correctement l'I2C et le SPI. Alors petit rappel pour l'I2C, ne pas oublier les deux résistances de pull-up au 5 volts sur SDA et SCL, sinon ça ne marchera pas. Elles sont pas vraiment obligatoires si vous avez qu'un seul périphérique I2C. Si vous en avez vraiment qu'un seul, vous pouvez laisser sans résistance, mais alors les fils doivent être assez courts. Au niveau du shift out, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du SPI, bien vérifier la fréquence maximum que peut prendre votre périphérique et diviser l'horloge de l'Arduino en conséquence si jamais elle est trop élevée. Au niveau du shift in, faire attention avec les registres à décalage. Tant que le problème n'est pas réglé, ça peut poser problème. Et sinon, pour le reste, ça devrait aller. Si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes, vous avez juste à poster un commentaire sur mon blog, skyduino.wordpress.com. Je mettrai tous les liens, les sketchs, le script Python aussi,
et la liste des composants que vous avez besoin pour ce tutoriel. Tout sera sur le blog, hein, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Donc j'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos, et je vous dis